Salut à tous. On va patienter quelques secondes, comme d'habitude. On va attendre si un ou deux auditeurs peuvent nous dire si vous m'entendez bien, les gars, avant de commencer, s'il vous plaît, comme d'habitude. Bon. Voilà. Merci à toi, PM Lacorda. Parfait. Allez, on démarre. Salut à tous. Bienvenue, c'est Raph. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Prolo Live, l'émission 100% dédiée au prono. Les titulaires du jour, comme d'habitude, nous et Chris. Salut messieurs, comment allez-vous? Salut. Très bien, merci. La compo, elle change pas souvent. Hein. Je veux pas C'est dire, vrai. mais... C'est vrai. On a toujours Seb qui est à la technique, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il fait un très bon boulot. Donc, salut à toi Seb et merci pour le travail fourni. Alors, au programme du jour, on ne fera pas de débrief Loto-Foot cette semaine, puisque la semaine dernière, on ne vous avait pas proposé de grille Loto-Foot, puisque c'était, il n'y avait pas de Ligue 1, c'était une grille un peu particulière. Donc, on vous avait proposé que des pronobooks. Donc, on fera le débrief des pronobooks avec nous et Chris. On vous parlera également d'un super gain réalisé par John, donc sur le Loto-Foot 15, numéro 17, qui a réalisé un gain à 38 000 € sur une N-1, un 9 double. Donc, on vous parlera de tout ça. Bien sûr, on attaquera la grille du week-end avec les pronos Loto-Foot 15, de nous et de Chris, évidemment. On vous proposera également la sélection du week-end, toujours de Chris et de nous. Et enfin, on répondra à vos questions sur le chat à la fin, si toutefois vous en avez. Alors, messieurs, on va commencer avec le débrief book. Je vais commencer avec Nadim. Si tu veux bien afficher, Seb. Ouais. Nadim, tu réalises. Je vais te laisser parler. Ouais. Alors, on resitue un peu le contexte. D'ailleurs, un auditeur nous avait écrit sur le chat qu'il n'aimait pas trop nos sélections et qu'il préférait quand il y avait deux buteurs. Donc là, on a pris les affiches de la soirée et celle de mardi pour faire un prono. Et moi, je suis plutôt allé dans les fun et la grosse prise de risque, sauf évidemment les cotes qui étaient aux alentours de 2. Donc, j'ai passé que 2 pronos sur 9. Après, il y avait des cotes à plus de 20 puisque le nul avec plus de 3,5 buts pour les Bleus, ça a fini en 2-1, mais c'était une cote à plus de 20. Il y avait des cotes à plus de 20, à 8, à 6,50, donc c'était assez osé. Alors, je récapitule un peu. Donc, Cameroun-Algérie, l'Algérie a fait une perf sur la pelouse des Lions indomptables, mais on a vu au retour que en fait, les Lions indomptables ont bien réagi et car Toko Ekambi a porté le coup fatal au Fennec. Donc, assez satisfait dans l'approche du prono où je voyais quand même le Cameroun bien embêter les Algériens, contrairement à ce que tout le monde pouvait penser sur le papier. Mais bon, le prono n'est pas passé. Au niveau de l'Égypte contre le Sénégal, donc au match aller, l'Égypte s'est bien imposée 1-0 et chose rare, c'est pas Mohamed Salah qui a mis le seul but égyptien. Donc là, j'ai raté le buteur, mais la cote de 2,75 pour l'Égypte est passée et l'Égypte qui s'est fait éliminer sur le même scénario qu'à la CAN avec une séance de tir au but et d'énormes loupés de tous les tireurs, dont Mohamed Salah qui avait sûrement été impressionné par le gardien sénégalais, mais peut-être également ébloui par les lasers. Mais ça, c'est autre chose. Après France-Côte d'Ivoire, donc j'avais tenté Sébastien Haller buteur, il n'a pas marqué, mais les Ivoiriens se sont montrés assez offensifs. Et puis Nicolas Pepe, qu'on connaît bien, lui a par contre trouvé le chemin défilé. Et le 2-2 aurait été possible quand même. C'était pas trop loin au niveau du prono, mais je pense que Chris a encore plus de regrets que moi vu le scénario. Au niveau de la Pologne, donc la Pologne s'est imposée, je dirais, assez facilement sur le score de 2-0 avec un Lewandowski qui a ouvert la marque sur penalty. Donc là, j'avais fait un très très mauvais portrait des Suédois et ce qu'on a vu lors de ce barrage, ça correspondait assez à l'image que je m'en faisais, c'est-à-dire une Suède peu créatrice, en manque d'inspiration, et puis Zlatan qui est rentré en fin de match mais qui n'a rien apporté à ce groupe. Donc je pense que la Suède, il leur manque vraiment quelque chose pour franchir un palier. Et la Pologne a mis fin à la malédiction contre cette équipe suédoise, puisque, comme Chris l'avait rappelé, il est resté sur 7 défaites contre les Suédois. Et enfin, le Portugal contre la Macédoine. Donc j'avais pensé que les Macédoniens seraient plus entreprenants et marqueraient au moins un but. Alors ça a loupé. J'étais quand même assez confiant sur ce pari, donc celui-là, je m'en veux un peu. Et puis j'ai tenté en fun le doublé de Jota qui était coté à 8. On n'avait pas encore la cote vendredi, mais elle est sortie à 8. Et c'est un autre Portugais, et c'est pas Cristiano Ronaldo, bien évidemment, c'est Bruno Fernandes qui a mis un doublé. Donc il fallait bien chercher parmi les autres attaquants autour de Cristiano pour avoir les values. Et ceux qui ont pris Bruno Fernandes, bravo à eux. Bon, bilan pas exceptionnel, mais j'essaierai de me rattraper aujourd'hui avec des pronos un peu plus sérieux.
Bon, quand même à noter que tu avais pas mal de fun dans ta sélection, donc qui dit fun dit forcément grosse prise de risque. Oui, grosse prise de risque. Les matchs n'étaient pas forcément très inspirants, hein, mais donc j'ai cherché tout comme Chris, hein, à chercher des codes comme le doublé de Jota, alors qu'on n'avait pas encore la compo. Mais voilà, donc un bilan moyen, et comme je vous dis, j'espère que ça sera mieux dans cette émission. Ok, Chris, de ton côté, je crois que tu as fait un poil mieux. Ouais, un tout petit peu mieux. Après, comme a dit Nadim, on a essayé de chercher des cotes intéressantes. Et après, c'est vrai que j'ai pas mal de regrets sur tous les matchs parce que ça s'est passé à très peu. Hein. Le France-Côte d'Ivoire, j'avais prévu donc un nul ou une victoire de la Côte d'Ivoire et Tchouaméni a marqué le but vainqueur de l'équipe de France à la 93e minute. Donc le nul aurait pu passer. Donc c'est une petite déception sur ce coup-là. Et puis sur l'Égypte-Sénégal aussi, j'avais prévu un match très serré, un match nul et pourquoi pas un 0-0. Et voilà, ça a été un match serré, mais bon, finalement, l'Égypte a quand même ouvert le score. Donc, relevé aussi là-dessus. Et Pologne-Suède, j'avais prédit une victoire de la Pologne 1-0 ou 2-1. Et finalement, il y a eu 2-0. Donc voilà, j'étais un petit peu entre deux, pas très loin. Et après des satisfactions comme la victoire de l'Algérie sur la pelouse du Cameroun, côté à 3,80. Donc je pense que c'était une belle cote sur ce coup-là. Voilà, je ne pensais pas que le match retour serait complètement à l'opposé et serait aussi fou, hein, avec un scénario complètement renversant dans les dernières secondes, avec cette victoire de l'Algérie, du Cameroun, alors que l'Algérie partait pour la Coupe du Monde à quelques secondes de la fin. Donc c'était un scénario complètement fou. Et le Portugal-Macédoine, où voilà, là c'est deux pronos intéressants, parce que j'avais prédit une victoire du Portugal 1-0 à la mi-temps, et donc c'est passé. Et j'avais prédit aussi une victoire du Portugal 1-0, 2-0 ou 3-0. Et c'est passé aussi, les Portugais ont gagné 2-0. Donc sur ce match-là, il y avait deux cotes intéressantes à 2,10 à 2,85. Donc c'était plutôt pas mal. Ok, merci à toi pour ce bilan. Allez, deuxième sujet du jour. Donc, on vous parlait du ticket de John. Je vais laisser Seb vous afficher tout ça. Donc, John qui a fait un sans faute sur l'Autofoot 15 numéro 17, donc qui a fait 14 sur 14 et qui donc a remporté un joli gain à 38 462 €. Nadim, est-ce que tu as un mot à dire sur ce magnifique gain ? Ouais, alors bravo à John et merci de nous avoir transmis ce ticket. Je l'ai eu en message privé sur Twitter, donc je te salue. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est une technique, donc il a utilisé 9 doubles en N-1 et ça rejoint un peu ce que Dorian préconisait, c'est-à-dire utiliser un maximum de doubles puisque les triples font très vite monter l'addition, donc un maximum de doubles pour minimiser les bases. Et donc là, on voit que 5 bases, ça reste encore faisable, même s'il y a quand même 2 cami-bases dans notre jargon, Angers contre Brest et Montpellier à Bordeaux. Et pour le reste, il a pu couvrir tous les petits nuls qui ont fait monter la sauce. Donc vraiment le prono parfait par rapport au budget, c'est un énorme exploit. Donc je le félicite encore une fois. Puis il nous a confié également qu'il jouait en général deux jeux en N-1. Donc je ne sais pas trop la complémentarité entre les deux jeux, mais il y en a un où il part de 3 triples, 5 doubles, et l'autre c'est 9 doubles. Donc c'est celui qui a fait mouche pour cette fois. En espérant que tu en fasses d'autres et que tu nous envoies encore des tickets comme celui-là, parce que ça nous inspire et ça nous motive. Tout à fait. À ce sujet, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos tickets, que ce soit en direct comme ça via le contact du site ou encore mieux via la rubrique Top Ticket dans l'application ou sur le site www.pronosoft.com. Allez messieurs, il est l'heure, on attaque le vif du sujet du week-end. De quoi s'agit-il? Du Autofoot 15 numéro 19, doté d'un pactole de 500 000 €. On aura de la Ligue 1, de la Liga, de la Première Ligue et de la Serie A, donc quelque chose de classique. Je note quand même, pour Chris, pas de match allemand, donc je pense que ça peut être une bonne valeur ajoutée pour toi. Pour tout le monde, les matchs allemands. Allez, on va commencer. Ouais, voilà, c'est ça. On va commencer avec le match numéro 1, justement, entre le Paris Saint-Germain et Lorient, qui viendra clôturer cette Ligue 1 dimanche soir. Forcément, sur la répartition, gros avantages au Paris Saint-Germain, qui est donné à 90% sur la réparte. Et Nadim, tu suis la réparte et tu fais confiance aux Parisiens, malgré l'ambiance récente qui n'est pas, on va dire, au beau fixe. Ouais, c'est vrai. Alors sur cette grille qui est déjà très difficile, la base PSG, elle ressort directement. Et puis je vais justifier pourquoi je la prends. Alors certes, le PSG a eu du mal à se remettre de son élimination contre le Real Madrid. Ils se sont inclinés 3 fois à l'extérieur, dont le 3-0 récent sur la pelouse de Monaco, au Louis II. Mais à domicile, ça reste quand même une sacrée équipe qui a quasiment gagné tous ses matchs. En dehors des 2-0-0 contre Nice, une fois en coupe et une fois en championnat, le reste, c'est quasiment que des perfects avec souvent des festivals offensifs.
et un Kylian Mbappé qui est au sommet de sa forme et dans cette équipe et au niveau de l'équipe de France, comme on peut le voir. Donc à domicile, ils sont plutôt intraitables, c'est ce que je viens de dire. Et puis de son côté, Lorient, ils vont mieux, puisque je vous ai parlé de la saison du Merlu toute la saison, pendant tous ces pronos, et on est en plein dans la saison du Merlu. Ils viennent de réaliser deux victoires à l'extérieur, c'était sur la pelouse de Clermont, n'est-ce pas Chris, et sur la pelouse de Brest. Donc c'est des adversaires quand même de leur calibre, à leur portée, alors que là, c'est un tout autre adversaire qui va se présenter à eux. Alors pendant les années 2000, si vous vous souvenez bien, Lorient était vraiment la bête noire de ce PSG au Parc des Princes. Il s'était imposé 5 fois en 10 ans, 3 nuls et seulement 2 défaites. Donc c'était vraiment une vraie bête noire, un peu de manière inexpliquée, puisque Lorient n'était pas tellement plus fort qu'aujourd'hui. Mais ce temps est révolu. Entre-temps, le PSG a progressé, a retrouvé son rang et cartonne régulièrement cette équipe des Merlus. Donc je pense que devant son public, ils vont quand même faire le taf, même s'ils ont 12 points d'avance sur l'OM et qu'ils ne risquent vraiment plus rien pour le titre de champion. Ils vont faire leur taf et prendre les 3 points. Et j'espère pour nous, parce que sinon ce loto-foot s'avérerait très compliqué. Ok, donc en résumé, tu ne vois pas le PSG nous faire un poisson d'avril face au Merlu. J'ai bien résumé. Bravo. Bien, parfait. Allez, on enchaîne avec Chris qui, lui, également, de son côté, voit les Parisiens évoluer comme des poissons dans l'eau, finalement. Ouais, exactement, c'est ça. Je pense que Nadim a tout résumé. Je pense que le PSG, quand même, au Parc des Princes, devrait faire le job. C'est vrai que je vois pas mal de contre-performances sur cette fin de saison, mais des Parisiens, mais plutôt à l'extérieur, sur des matchs un peu plus peut-être compliqués. Mais je pense qu'au Parc, ils vont faire le job. Ils l'ont fait contre Bordeaux dernièrement, après l'élimination contre le Real. Bon, c'était pas un grand match, mais ils ont quand même gagné 3-0. Donc voilà, donc je pense que la situation devrait être identique. Là, j'ai vu que les internationaux étaient de retour. Ils ont repris le terrain, ils ont retrouvé le terrain des entraînements là, jeudi. Donc voilà, Messi a marqué avec l'Argentine, donc c'est plutôt encourageant. Neymar aussi a marqué avec le Brésil. Mbappé, on l'a vu avec l'équipe de France, a été impressionnant. Donc voilà, donc je vois mal un échec de Paris sur ce match-là. Et en plus, comme l'a dit Nadim aussi, Lorient enchaîne les défaites là, au Parc des Princes depuis quelques années. Ça pourrait être la 6e défaite d'affilée. Donc voilà, donc pour moi, victoire des Parisiens, sachant en plus que Lorient a un match très très important la semaine prochaine avec la réception de Saint-Etienne. Donc je pense que la priorité pour eux, c'est véritablement ce match contre les Verts. Ok, à noter que ce sera votre seul prono commun tous les deux sur la Ligue 1 et au total dans cette grille, vous aurez donc 3 pronos communs. Allez, on enchaîne avec le match numéro 2, Lyon-Angers. D'ailleurs, un facteur qu'on a peut-être oublié de signaler, au niveau météo ce week-end, est-ce qu'avec le rafraîchissement un peu des températures, est-ce que ça peut jouer un peu? Et je vous rappelle, auditeurs, que vous pouvez trouver des indications météo par match dans l'application Chronosoft. Nadim, est-ce que tu penses que la météo du week-end peut influer sur les résultats à venir? Ouais, comme toujours, la météo, ça fait partie des facteurs qui peuvent influer sur le résultat d'un match de foot. En général, plus elle est mauvaise, plus elle nivelle le niveau justement par le bas. Donc oui, à prendre en compte. Et puis peut-être qu'il y a des joueurs qui préfèrent évidemment évoluer dans de bonnes conditions, au soleil, qui se sentent mieux dans de bonnes conditions. Et d'autres, à contrario, qui aiment bien la pluie. Ça existe, hein, j'en connais même. Voilà. Donc là, tu couvres ton club avec un double 1N. Alors là je couvre l'Olympique Lyonnais avec un double 1N parce que tout simplement pour moi le championnat, la saison est complètement terminée en championnat. Lyon n'a pris que 5 points sur les 15 derniers possibles et tous les rêves de Ligue des Champions via le championnat se sont envolés. Donc je pense que l'objectif principal ça va être jeudi ce match contre West Ham en Europa League avec peut-être si les Lyonnais font un parcours exceptionnel et une victoire au bout, peut-être une place justement pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est le seul espoir des Lyonnais. Il faut être vraiment réaliste, puisque même les clubs qui sont placés devant ont peu d'espoir de choper la 3e place, donc Lyon en a encore moins. Voilà, après, Cacré s'est blessé cette semaine à l'entraînement, une blessure au ménisque, il est indisponible pendant 1 mois. Il y a des internationaux qui ont fait des longs déplacements. Paqueta, il revient du Brésil, où il a encore une fois brillé. D'ailleurs, au passage de Brésil, je trouve qu'ils sont mieux sans Neymar, mais ça c'était juste un petit avis personnel. Toko Ekambi, lui, s'est qualifié avec son équipe du Cameroun, mais va ressortir dans quel état entre la fête qu'il a dû avoir après et puis les 120 minutes de prolongation, les 120 minutes de jeu, pardon. Donc peut-être qu'ils seront tous les deux ménagés pour ce match contre Angers, c'est vraiment pas l'objectif. Donc déjà, c'est pour ça que je fais pas une base des données. Et de son côté, Angers, c'est une équipe qui lutte pour le maintien. Ils ont eu la bonne idée de s'imposer au dernier match contre Brest. Ça leur a fait du bien. Ils vont essayer de faire fructifier cette victoire en allant chercher le point du nul au Groupama Stadium.
Alors, il faut juste noter en bémol, c'est que c'est un stade qui ne leur réussit vraiment pas. Ils ont pris vraiment des cartons. On se souvient d'un 6-0 il y a à peine 2 ans des Angevins. Et puis, juste un petit clin d'œil, c'est l'ex-club de Karl Toko Ekambi. Donc, en général, j'aime bien prendre les ex-buteurs, mais pas pour ce match-là. Donc, double 1N, la prudence contre une équipe qui viendra fermer le jeu. Ok, très bien. Chris, de ton côté, tu fais confiance à l'Olympique Lyonnais? Ouais, je fais confiance aux Lyonnais parce que, à l'inverse de Nadim, je pense que la saison en championnat n'est pas forcément finie. Si Lyon ne va pas au bout de l'Europa League, il va falloir quand même aller accrocher une place européenne. Donc, là, c'est vrai que la Ligue des Champions s'est éloignée, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être que Lyon a maintenant l'objectif d'aller chercher une 4e ou une 5e place en championnat pour peut-être sauver l'honneur s'il y a une contre-performance contre West Ham dans quelques jours. Donc voilà, donc je pense que Lyon aura tout intérêt à gagner ce match et à mon avis, Olas a dû remettre un petit peu les choses en place pendant cette trêve internationale. Sachant en plus que là, pas mal de joueurs sont revenus avec le sourire. Hein. Tout à l'heure, Nadim parlait de Paqueta qui a été bon avec le Brésil, de Kartoko et Kambi. Je pense que c'est la qualification là, avec le Cameroun. Je pense que ça va redonner aussi peut-être un peu de baume au cœur au vestiaire. Hein. Donc ça peut être intéressant pour les Lyonnais. Voilà. Et puis en plus, Angers, pour moi, est une équipe là, qui est en train de descendre petit à petit vers les bas-fonds du championnat. 7 défaites sur les 8 dernières journées. À l'extérieur, Angers reste sur des défaites à Marseille, à Nice, à Rennes, donc des équipes qui sont qui logiquement étaient du niveau de Lyon. Donc je pense que ça va être compliqué. Angers, c'est aussi 11 buts encaissés sur les 3 derniers déplacements à Lyon. Hein, Nadim l'a rappelé tout à l'heure. Donc voilà, donc pour moi, Lyon aura tout intérêt à gagner ce match et je vois une réaction lyonnaise après quand même 2 défaites à domicile. Ça ferait tâche d'enchaîner quand même une 3e défaite à domicile pour un club comme Lyon. Ok, merci Chris. Match numéro 3, un match qui t'intéresse tout particulièrement puisque Clermont reçoit Nantes. Vous faites confiance tous les deux à Clermont puisque Nadim, tu doubles un N et Chris, toi, tu bases Clermont. Alors, je suis pressé d'entendre vos arguments parce que Clermont, si je ne dis pas de bêtises, reste sur 3 défaites consécutives, Nadim. Ouais, alors je fais confiance un peu moins que Chris, mais lui, on sait pourquoi. J'ai couvert avec le nul. Bon, Clermont, ils sont 17e au classement, ils comptent 28 points, donc ils ont juste un point de plus que le 18e. Donc ils ont encore un besoin cruel de points. Alors je dirais qu'après une belle embellie, ils sont un peu retombés dans leur travers, puisque ça fait 3 matchs qu'ils ne se sont pas imposés, qu'ils ont même perdu. Alors à relativiser, puisqu'il y avait Lille et Lens dans les adversaires, et un peu plus inquiétant, les Merlus qui s'étaient imposés contre Clermont. Donc là, je dirais que c'est un match normalement où ils doivent réagir, surtout qu'en face, Nantes, après cette qualification pour la finale de la Coupe de France, on pensait qu'ils allaient décompresser de suite contre Montpellier, mais la décompression s'est faite sur les 2 derniers matchs avec 2 défaites 1-0, ce qui annihile quasiment toute chance de viser l'Europe via le championnat pour les Canaries. Donc je dirais qu'il y a un coup de mou également côté nantais. En plus, Moses Simon, un de leurs meilleurs atouts offensifs, a fait le déplacement et s'est incliné avec le Nigeria contre le Ghana. Donc une des surprises de ces qualifs, l'élimination du Nigeria. Donc il va venir quand même assez déçu. C'est pas sûr qu'il soit titulaire dans cette équipe. Même s'il y a le copain Ludovic Blas, le copain de Seb qui va peut-être jouer. Je pense que les Nantais, là, ils attendent tranquillement la finale de la Coupe de France et en attendant, ils vont essayer de faire de leur mieux sans trop se fatiguer. Donc, c'est pour ça que je mets quand même le nul parce que faut pas non plus perdre tous les matchs. Et puis, avantage à Clermont par rapport à l'envie de se sauver. Ok, dans le jargon, Chris, on va dire que c'est couillu de baser Clermont parce que, encore une fois, si je dis pas de bêtises, Clermont, ce n'est que 3 victoires à domicile cette saison. Ouais, mais des victoires intéressantes hein, contre Rennes et Lille, donc c'est des clubs quand même qui visent l'Europe, donc c'est quand même intéressant. Tout à l'heure, tu rappelais que Clermont restait sur 3 défaites, Nantes reste sur aussi 2 défaites, donc je pense que voilà le niveau un petit peu se nivelle. Moi je vise Clermont, pas forcément parce que je suis un grand supporter de Clermont. C'est surtout parce que Nantes, pour moi... On n'a jamais dit ça, hein, Chris. Ouais, exactement. C'est surtout, en plus, bon, c'est surtout que Nantes, pour moi, est en train, je pense, de décompresser par rapport à cette Coupe de France. Il y avait une petite embellie après cette victoire en demi-finale. Là, je pense qu'ils sont en train un petit peu de payer tout ça. Il y a Nicolas Palois qui est blessé pour 1 mois. Corchia aussi est blessé. Traoré aussi. Donc, ça fait 3 défenseurs sur cette défense nantaise qui était assez solide ces derniers mois. Castelletto, qui a joué avec le Cameroun, revient donc de ces 2 matchs internationaux. Est-ce qu'il sera titulaire? C'est pas sûr non plus. Ou est-ce qu'il sera en forme? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, je pense que cette équipe nantaise aura des difficultés derrière. Je vois un but de Clermont, ça c'est quasiment une certitude.
Voilà. Et puis en plus, Clermont, c'est le match un petit peu ou jamais, hein, parce qu'après Clermont reçoit le PSG. Donc je ne pense pas que Clermont prenne des points contre les Parisiens. Ce jour-là, je ne miserai pas sur Clermont en tout cas. Donc voilà, donc je pense que c'est le week-end ou jamais, et Clermont n'a pas été trop impacté par cette trêve internationale. Il n'y a que 2 joueurs qui sont partis en sélection, Nsimba et Dossou. Donc voilà, donc tous les feux sont ouverts pour moi, pour Clermont, pour prendre ces 3 points. Et voilà, allez Clermont. Ok, je redis que c'est bravo à toi pour la prise de risque, mais 26% sur la réparte, c'est couillu. Allez, match numéro 4. Metz-Monaco. Donc je répète, Nadim, Metz-Monaco, M contre M. tu l'as peut-être zappé sur ce coup-là, mais en tout cas, tu joues ton premier joker sur ce match. Ouais, je l'ai zappé, effectivement, puisque c'est un de mes derniers arguments. C'est vraiment quand je sais plus quoi faire que je. Moi, je suis obligé de commencer par là. À partir du moment où on n'a pas de talent. Ouais, mais quand on n'a pas de talent, c'est ce qu'on regarde. Voilà, désolé. Après, les nuls, c'est quasiment 33% de chance en football. Donc, c'est pour ça que cette stat prouve certaines choses bizarres dans les croyances, mais bon, c'est pas le débat du jour. Donc je couvre ce match avec un triple. C'est le 19e qui reçoit le 7e. Donc Metz, ils n'ont que 23 petits points et ils sont à 4 points de la place de barragiste. Donc là, ils ont un besoin urgent de points. Donc là, je me suis juste basé sur ce besoin de points urgent, puisqu'à domicile, ça respire pas la forme. C'est la pire équipe du championnat à domicile. Il reste sur 8 matchs sans victoire, domicile comme extérieur. Donc, ça ne respire vraiment pas la forme. Et en face, Monaco, ça a bien réagi après sa défaite 1-0 à Strasbourg en s'imposant 3-0 contre les Parisiens au Louis II. Mais voilà, Monaco a du mal cette saison à enchaîner. Ils n'ont enchaîné qu'une seule fois 2 victoires de suite dans la saison. C'est pour ça que je me méfie énormément de ces Monégasques, capables du meilleur comme du pire. Donc voilà, un match qu'il faut tripler pour ne pas prendre de risques et ça pourrait faire une belle surprise au final. Ok, Chris fait confiance aux assimistes de son côté. Ouais, moi de mon côté, je vois pas trop la surprise Messine. On rappelle quand même ce qu'elle peut donner. Metz, c'est la 2e plus mauvaise attaque de la Ligue 1. C'est une équipe qui vient de prendre 6 buts à Rennes. Ils n'ont plus gagné depuis 8 journées. Hormis Lille qui a fait un match nul, tous les cadors de la Ligue 1 sont venus à s'imposer à Saint-Symphorien, donc Rennes, le PSG, Montpellier. Donc voilà, donc je pense que ça va être très compliqué pour les Messins, sachant que Monaco s'est quand même bien relancé là, dans cette course à l'Europe et pourquoi pas au podium, là, en s'imposant 3-0 contre le PSG. En plus, là, pendant cette trêve internationale, les Monégasques n'ont pas été trop impactés par cette semaine internationale, hein, parce qu'il y a Ben Yedder n'a pas trop joué avec l'équipe de France. Tchouaméni n'a joué que le premier match, donc il a été au repos sur le 2e. Des garçons comme Golovin, Diop, Voland, Boadou, Gelson Martins, Fofana n'ont pas été sélectionnés. Donc ils sont restés à la turbie pour travailler. Donc voilà, donc pour moi, tous les feux sont ouverts pour une victoire de Monaco. Sachant que Monaco, en plus, si on veut parler stats, reste quand même sur 4 victoires devant les Messins. Et puis pour la petite anecdote, quand même, on parle souvent de Mbappé, mais Ben Yedder, c'est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1. C'est vrai. Avec 17 buts devant Terrier et Mbappé. Donc voilà, c'est aussi une donnée intéressante. Et Ben Yedder, je pense, est en confiance avec ce petit but marqué contre l'Afrique du Sud. Même s'il n'a pas trop joué, il a quand même ouvert son compteur. Donc ça peut être une bonne chose avant ce déplacement à Metz. Très bien, merci. Match numéro 5, Montpellier-Brest. Alors Nadim fait confiance au 0-T pendant que Chris lui triple ce match. Donc Nadim, tu bases. Ouais, je base parce que Montpellier, ils viennent de se remettre en confiance en s'imposant à Bordeaux. Alors, on va me dire que c'était que Bordeaux, mais à 9 contre 11, ils ont su résister plus d'une mi-temps. Donc, c'est un sacré exploit et ça va les booster. Alors, le seul bémol derrière ça, c'est que Ekosa et Ristic vont être suspendus pour la réception de Brest. Mais en dehors de ça, c'est une équipe qui joue bien, qui à domicile n'a gagné qu'un de ses 5 derniers matchs. C'était contre Monaco sur le score de 3-2. Mais je dirais qu'il méritait beaucoup mieux contre les Aiglons niçois où il y avait eu 0-0, un pénalty raté et d'innombrables occasions. Également contre Lille, il s'était incliné 0-1, mais il méritait également mieux. Donc c'est une équipe qui joue plutôt bien et à domicile, qui mériterait de gagner plus de matchs. Et de son côté, Brest, c'est une équipe qui rentre un peu dans le rang, je dirais. C'est une seule victoire en 5 matchs. En plus, ils viennent de s'incliner à Angers, qui est resté sur une série de 7 défaites consécutives. Donc, ça fait un peu tâche. Et puis, l'attaque bretonne est un peu en berne, puisqu'ils n'ont marqué que 3 buts en 5 matchs. Alors, il y avait la recrue Satriano, uruguayenne, qui vient de l'Inter de Milan, qui s'était bien intégrée, qui avait bien réussi son entrée en matière avec un doublé et un but le match suivant. Mais depuis, Satriano s'est éteint.
Donc, je vois des Brestois en difficulté dans ce déplacement et c'est pour ça que je fais confiance au coéquipier de TJ Savanier. Très bien. Chris, ton premier joker sur ce match? Moi, premier joker, j'ai du mal à lire ce match pour plusieurs raisons. Tout d'abord, du côté de Brest, voilà, c'est une équipe qui m'a souvent un petit peu planté cette année. Hein. À l'extérieur, c'est une équipe quand même qui est allée gagner à Marseille et à Lens, qui a fait des nuls à Lille et à Lyon. Voilà, des résultats qui n'étaient pas forcément, qui étaient difficiles à prévoir. Voilà, puis du côté de Montpellier, c'est une équipe en ce moment qui n'est pas forcément en forme sur ses terres. Hein. À la Mosson, sur les 5 dernières réceptions, c'est quand même 3 défaites contre Lille-Rennes, c'est vrai, 2 prétendants à l'Europe, mais contre 3 qui est une équipe qui lutte pour le maintien. Et comme le rappelait tout à l'heure Nadim, c'est vrai que cette victoire à Bordeaux a été importante pour Montpellier, mais sur ce match, ils ont quand même perdu 2 défenseurs, Ristich et Kozza. Et aux dernières nouvelles, Pedro Mendes et Sako, qui sont aussi 2 défenseurs importants pour Montpellier, ne devraient pas jouer ce week-end. Ça, c'est à voir sur la composition dimanche, mais normalement, ils sont blessés. Donc, c'est quand même 4 défenseurs en moins sur cette équipe-là. Donc voilà. Donc, pour moi, je préfère tripler pour ne pas prendre de risques. Et à l'aller, quand même, Montpellier avait gagné 4-0 en Bretagne. Donc, Brest aura peut-être un petit coup de revanche sur ce match-là. Ok, merci Chris. Allez, on attaque le dernier match déjà de Ligue 1 de cette grille. C'est le match numéro 6 entre Troyes et Reims. Nadim, tu fais confiance aux Troyens et Chris un petit peu moins, mais tu doubles ce match. Donc, Nadim, tu vois Troyes l'emporter. Ouais, j'étais pas loin quand même de placer le nul, mais après réflexion, mon choix s'est porté sur l'Estac qui va beaucoup mieux. L'effet Bruno Irles se fait vraiment ressentir. 2 victoires et 2 nuls sur les 4 derniers matchs. Et en plus, le nul à Saint-Etienne, 1 but partout, c'est un déplacement où il méritait vraiment la victoire. Donc une équipe de 3 qui arrive à serrer les boulons derrière et à se montrer efficace devant pour prendre le maximum de points. Alors Reims, de son côté, c'est une équipe qui est très, très embêtante, pour pas dire autre chose, à jouer. Donc, c'est les rois du match nul et merci Horace pour une stat. Donc, c'est pas qu'une impression. Ça fait 3 saisons que c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls dans notre championnat. Donc, sacrée équipe qui ferme le jeu. Ils ont réussi à tenir en échec les Lyonnais 0 partout lors de la dernière journée. Il reste 2 victoires en plus il reste sur 2 victoires en plus à l'extérieur. Mais sur ce match, comme au match aller où ils s'étaient inclinés dans ce derby champenois, sur ce match, je les vois de nouveau s'incliner. Et Troyes, qui a un besoin urgent de points, ferait une bonne affaire en s'imposant. Ok, Chris, de ton côté, donc un petit peu plus de prudence. Ouais, moi j'étais parti aussi sur une victoire troyenne parce que, voilà, comme l'a dit Nadim, ils ont relevé la tête là, ces derniers temps. Si on rappelle quand même en 2022, Troyes n'a été battu qu'une seule fois à domicile, c'était par le Grand Lyon. Donc, et un mini hold-up aussi. Un mini hold-up, oui, c'est ça. Donc voilà, donc c'est une équipe quand même qui a relevé la tête sur cette année-là. Qui a quand même fait un très bon match dernièrement à domicile contre Marseille, qui a fait un but partout. Donc voilà, donc c'est une équipe intéressante qui va mieux. Après, je préfère aussi laisser traîner le nul parce que voilà, Reims, c'est une équipe toujours aussi solide. Hein. Nadim a répété cette stat au niveau des matchs nuls qui est quand même assez impressionnante. C'est seulement 5 défaites en 15 déplacements quand même depuis le début de la saison pour Reims. Donc c'est aussi une stat qui est quand même pas mal pour une équipe qui est seulement dans le ventre mou. Donc voilà, je pense que Troyes va gagner, mais il faut être prudent sur ce match-là. Et on peut rappeler une petite stat. Troyes avait gagné 2-1 à l'aller, mais surtout Reims reste sur 5 défaites au stade de l'Aube. Donc voilà, petite préférence quand même pour les Troyens sur cette rencontre. Ok, merci. On a All Blues 35 qui nous précise que Reims ne propose pas un football champagne. C'est à signaler. On a quand même des auditeurs qui nous écoutent et qui ne passent pas leur temps à buller, ils réfléchissent. Très bien. Allez. On a donc terminé avec la Ligue 1, direction la Liga. Non, du tout. Ah non, je prépare jamais, moi, Chris. Pourquoi tu prépares, toi? Allez, match numéro 7. Le grand Barça qui reçoit le FC Séville. Et là, vous êtes tous les deux d'accord. Alors, tu as remarqué, Chris, ça y est, Nadim économise des croix et il continue à baser le Barça. Donc, attention, c'est au moment où Nadim prend confiance sur le Barça où, moi, perso, j'irais peut-être placer un petit multiple sur ce match, mais je vais le laisser argumenter. Serais-tu en train d'insinuer que je suis un chat noir? Alors, le Barça, 3e, reçoit le 2e, le FC Séville. Et l'arrivée de Xavi, le moins qu'on puisse dire, a vraiment métamorphosé cette équipe du Barça.
Et pas que l'arrivée de Xavi, puisque le mercato a été quand même très très intelligent, avec Ferran Torres notamment, et Aubameyang qui a retrouvé une seconde jeunesse dans cette équipe. Et puis aussi le retour de Memphis Depay de blessure qui marque but sur but, et au Barça et en équipe des Pays-Bas. Alors le Barça, ils nous ont tous impressionnés. Ils ont cartonné le Real Madrid sur le score de 4-0. C'est une équipe qui marque quasiment 4 buts à chaque match, que ce soit en Europa League ou en championnat. C'est assez impressionnant. Ils avaient également mis un 4-2 contre l'Atlético de Madrid. C'est vraiment impressionnant. Je suis impressionné, je le dis. Donc voilà, un Barça qui est retrouvé malgré l'absence de Léo Messi, qui est toujours blessé dans cette équipe. On espère qu'il va revenir bientôt, comme on le voit derrière ton écran avec le maillot du Barça. Donc peut-être que l'objectif du Barça cette saison, enfin en cette fin de saison, c'est de tout gagner tout simplement. Ils ont également l'Europa League où ils sont qualifiés, où ils joueront jeudi. Et là, ils affrontent une équipe du FC Séville qui a 3 points devant eux. Donc en les battant, ils passeraient devant et en plus, ils ont un match de moins. Alors de son côté, le FC Séville, c'est une équipe qui a vraiment un gros coup de mou. L'élimination contre West Ham en Europa League leur a fait mal. Ils n'ont pas su réagir contre la Sociedad le week-end d'il y a 2 semaines. C'est une équipe qui se déplace très très mal. C'est la dernière victoire, remonte au 3 janvier. C'était sur le score de 1-0 sur la pelouse de la Belle de Cadix. C'est une équipe qui marque très très peu également en déplacement, donc rien de rassurant pour les Sévillans. En plus, ils ont un historique qui fait peur au Nou Camp, même si c'était pas la même équipe, ça reste un historique qui fait peur. Donc c'est une fin de saison qui va être compliquée, je pense, pour le FC Séville et donc base barcelonaise. Même prono, Chris, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est difficile de faire mieux. Là, je pense que Nadim a tout dit sur le Barça. Hein. Ça y est, c'est un vrai socios, hein, donc pas de souci là-dessus. C'est ça. Non, si on peut rajouter, il faut quand même noter, les Catalans sont quand même invaincus depuis 13 matchs dans le championnat. Je pense qu'en plus, en s'imposant contre Séville, ils grimperaient sur la deuxième marche de la Liga, à égalité donc avec les Andalous. Mais c'est surtout là cette période internationale qui est souvent compliquée avec des joueurs qui peuvent être fatigués, etc. Mais quand j'ai regardé un petit peu tout à l'heure le Barça, très peu de joueurs sont partis très loin en sélection. Des garçons comme Aubameyang, Busquets, Piqué, Dembélé, Traoré ne sont pas partis, ils sont restés à Barcelone. Les Espagnols ont joué à côté de chez eux à la Corogne avec leur sélection, que ce soit Pedri, Gavi et Jordi Alba. Donc très peu de déplacements. Alors qu'à l'inverse, Séville a eu quand même des joueurs qui ont fait des déplacements assez longs. Hein, les 2 Marocains, El Haddadi et El Mizeri, qui sont partis donc jouer ces matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Delaney qui est parti avec le Danemark, Ocampos avec l'Argentine, Corona avec le Mexique. Donc c'est des déplacements assez longs qui peuvent être importants sur la récupération. Et donc c'est pour ça que je vois une victoire du Barça. Et en plus, comme l'a dit Nadim, Séville dernièrement, c'est pas l'assurance, hein. C'est quelques nuls assez décevants à l'extérieur, à Osasuna 0-0, sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, un but partout, à Alaves, une équipe qui lutte pour le maintien 0-0. Donc pour moi le Barça devrait continuer sa belle aventure. Ok, c'est noté. On reste en Liga avec l'autre club de Séville, en l'occurrence le Betis Séville, qui reçoit Osasuna. Nadim joue son 2e triple, donc 2e joker, et avant-dernier, donc joker sur ce match, pendant que Chris, lui, fait confiance au Betis Séville. Donc Nadim, tu n'arrives pas trop à lire ce match ou tu vois vraiment un match équilibré et indécis? Je vois un match plus équilibré qu'il n'y paraît, puisque le Betis, je trouve que c'est une équipe qui s'essouffle un peu. Alors, ils avaient certes battu l'Athletic Bilbao lors de la dernière réception, sur le score de 1-0, mais c'est une équipe qui s'essouffle un peu. Ils se sont fait éliminer de l'Europa League contre Francfort. Ils sont sortis du top 4 de ce championnat où ils étaient installés à la surprise générale. Donc, ils sont sortis du top 4 à cause de l'équipe de Barcelone, évidemment du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, je vais y arriver, qui leur ont chippé les 2e et 3e places, donc sortis du top 4. Et puis, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 23 avril. Et je pense que ça reste le seul objectif de la saison du Betis. Et puis, évidemment, assurer une 5e ou 6e place. Mais je pense qu'ils sont pas mal déçus de cette dégringolade progressive au classement. Et puis de son côté, l'Osasuna Pamploune, c'est une équipe qui est plutôt joueuse. C'est à l'extérieur, c'est 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Donc c'est plutôt une équipe à qui tout double. Mais je vais quand même couvrir le nul, malgré ce qui tout double, puisque et le nul et la victoire à l'extérieur constitueraient des surprises. Alors j'avoue que je tombe plus la surprise par feeling, mais
mais elle se vaut. Et je pense que la répartition est un peu surestimée pour le Betis sur ce match-là. D'accord. Betis à 79,8% au moment où je vous parle. Donc, on va arrondir à 80%. Chris, toi, à l'inverse, tu vois le Betis Séville s'imposer. Ouais, je vois le Betis. Tout à l'heure, Nadim disait que Osasuna, c'était une équipe joueuse à l'extérieur. C'est vrai, mais au début de saison, hein, sur les 10 derniers déplacements, c'est seulement 2 victoires. Donc voilà, je pense qu'ils se sont calmés un petit peu là-dessus. Et ils ont été battus quand même chez les cadors de la Liga, à Barcelone, à Séville, à l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est une équipe qui est, je pense, dans le ventre mou, qui s'y plaît, qui ne devrait plus, qui devrait plus en sortir jusqu'à cette fin de saison. Alors que du côté du Betis, les derniers matchs ont été décevants et s'ils veulent aller chercher une place européenne, il va falloir réagir de suite et accrocher une victoire contre Osasuna. Je pense que le potentiel offensif du Betis est quand même largement supérieur à celui d'Osasuna. Osasuna, c'est l'une des plus mauvaises attaques de la Liga dans le championnat. Donc voilà, donc je pense que ça va être compliqué pour les visiteurs sur ce match-là. Très bien, merci. Match numéro 9, on est toujours en Liga avec Valence qui reçoit Cadix. Nadim, tu fais confiance à Valence pendant que Chris, lui, double ce match 1N. Donc, une nouvelle base pour toi, Nadim. Ouais, une base parce que Valence est plutôt en forme. C'est 3 victoires et un nul sur les 4 dernières sorties. Donc, ils sont en forme à l'image de leur attaquant portugais Gonçalo Guedes, qui est buteur quasiment à chaque match depuis peu. Alors, ils ne jouent peut-être plus grand-chose dans ce championnat. Ils sont également qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi comme le Betis. Ils ne jouent plus grand-chose, mais ils sont sur une très bonne dynamique. Et surtout, de son côté, Cadix à l'extérieur, c'est une seule victoire en 5 déplacements. Et la victoire, c'était sur la pelouse de Levante, le dernier de la classe. Et après, c'était 3 défaites et un nul. Donc voilà, je pense que les forces en présence vont donner un avantage aux locaux. Et je base Valence sans plus d'inspiration que ça, il est vrai. Ok. Chris, tu vas jusqu'à doubler, donc avec un double 1N. Ouais, je laisse traîner un nul. Voilà, moi aussi, à la base, je partais sur une victoire de Valence, donc je laisse cette victoire-là. Mais voilà, je suis prudent avec cette équipe de Cadix qui est toujours difficile à jouer. Hein. Je les ai souvent vus là je les avais d'ailleurs vus contre Real où ils font 0-0 à Madrid. C'est une équipe qui est plutôt bien en place, qui défend bien. Sur les derniers déplacements, alors c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule victoire là sur les 8 derniers déplacements, mais il y a des défaites quand même de justesse. Hein. C'est une défaite sur la pelouse de l'Atlético Madrid 2-1. Ils ont perdu en Coupe du Roi à Valence 2-1 aussi. Donc c'est une équipe qui s'accroche. En plus à Valence, ils jouent à 10 et ils ont pris le deuxième but quand ils jouent à 10 là, dans les dernières minutes. Donc voilà, donc il faut être prudent avec cette équipe de Cadiz. Donc je laisserai traîner le nul. À l'extérieur, c'est quand même, voilà, je le disais tout à l'heure, un nul sur la pelouse du Real. C'est un nul aussi à Villarreal, un nul aussi à Séville devant le Betis et une victoire à San Mamés contre Bilbao. Donc voilà, donc je suis un peu prudent sur ce match avec ce nul. Merci. Match numéro 10, on change de championnat direction de la Première Ligue avec les Spurs qui accueillent Newcastle. Nadim, tu doubles ce match 1N. Et Chris, lui, joue son deuxième joker sur ce match. Donc, Nadim, tu vois les Spurs, mais prudence. Ouais, c'est bien, on est quand même un peu en phase sur l'Angleterre là pour l'instant parce que entre les deux bases PSG et Barça, à part ça, il n'y avait pas grand-chose de commun avec Chris. Donc, quand on est tous les deux pas d'accord sur quasiment tous les matchs, il faut se dire que la grille risque d'être compliquée parce que c'est ça. Ouais. 3-3, je rappelle un 3-3 pronos communs seulement sur cette grille. Un en Ligue 1, un en Liga et un en Serie A qu'on verra après. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour dire que en fait, l'indice de difficulté il est un peu basé sur cette approche au concours. Donc, c'est si les pronos des joueurs du concours sont plutôt en phase, l'indice va être bas. Si les pronos sont quasiment tous différents, c'est-à-dire si personne n'a les mêmes bases, l'indice va être plutôt élevé. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire ici hein, par rapport à l'indice de difficulté, comment il est calculé sur la répartition du concours. Voilà, ça c'est dit. Donc Tottenham, oui, j'en fais pas une base malgré la forme actuelle des Spurs. C'est 4 victoires et une défaite sur la pelouse de Man U. C'est 16 buts marqués en 5 matchs. Donc le duo Son et Kane fait des étincelles en ce moment. Mais je me méfie quand même de cette équipe de Newcastle dont on a parlé avant le déplacement à Chelsea et on avait tous les deux couvert la surprise, Chris et moi. Donc, je couvre quand même le nul parce que Newcastle, après une remontée incroyable, puisqu'ils sont actuellement avec 9 points d'avance sur le premier relégable, alors qu'ils étaient dans la zone rouge au mois de décembre. Donc, après une remontée incroyable et une série de victoires et de nuls fabuleuses, ils viennent de concéder 2 défaites. Donc, il y a une défaite cruelle à Chelsea à la dernière minute
à cause de Havertz qui a marqué, donc défaite 1-0 à Chelsea. Et puis une défaite un peu plus inquiétante par contre sur la pelouse d'Everton 1-0 il y a 2 semaines. Donc ces 2 défaites sont venues un peu enrayer cette spirale positive, mais je pense que l'effectif est toujours là. On a parlé des recrues de Newcastle qui sont excellentes, une recrue par an. On peut rappeler Bruno Guimaraes et Weghorst devant. Voilà. Donc, non, pas Weghorst. Chris Wood, pardon, j'ai bugué. Et Chris Wood devant, Dan Burn en défense et un Alan Saint-Maximin qui est au sommet de son art. Donc, je pense qu'ils peuvent aller inquiéter Tottenham à Londres. Donc, je couvre avec un double 1N. Très bien. Chris, lui, de son côté, utilise son deuxième et avant-dernier joker. Ouais, je veux pas trop prendre de risques sur ce match-là. Voilà, comme l'a dit Nadim, cette équipe de Newcastle, elle est quand même euphorique là, depuis le mercato hivernal. Hein. Avant les 2 défaites, elle restait quand même sur une série de 8 matchs sans défaite. Donc c'est à prendre avec des pincettes un petit peu tout ça. Il faut faire attention. Tottenham, c'est vrai, vient de se relancer un petit peu dans la course à l'Europe. Le Big Four n'est plus qu'à 3 points. Donc voilà, donc c'est une équipe aussi qui est en confiance. Mais voilà, tout à l'heure je parlais de cette semaine internationale et voilà Newcastle qui est pas du tout touché ou quasiment pas sur cette semaine-là. Tottenham a beaucoup de joueurs qui sont partis et qui ont fait des voyages très loin. Sanchez avec la Colombie en Amérique du Sud. Hugminson avec la Corée, donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi Kulusevski avec la Suède, Højbjerg avec le Danemark, Harry Kane qui a joué 120 minutes avec l'Angleterre. Donc il faut être prudent. Moi, cette équipe de Newcastle me plaît. J'ai vu ces derniers matchs. C'est une équipe qui joue, qui va de l'avant, qui percute hein, avec Saint-Maximin qui fait une grosse saison. Donc voilà, donc je suis prudent et voilà, je prends pas de risque sur ce match-là. Je triche. Merci. Allez, dernier match de Première Ligue, c'est le match numéro 11 entre West Ham et Everton. Nadim, tu fais confiance à West Ham pendant que Chris triple ce match. Donc effectivement des avis qui divergent pas mal. Nadim, donc les locaux pour toi. Ouais, les locaux pour moi. Alors West Ham, ils sont sortis du top 4 ou du top 5 de cette Première Ligue à cause de leurs résultats à l'extérieur où ils ont lâché beaucoup de points en déplacement. Par contre, à domicile, ça reste plutôt solide, malgré une attaque quand même qui a perdu un peu de son efficacité. On en a parlé, Michael Antonio qui ne marque plus, et puis un Bowen qui va être incertain dans ce match. Mais malgré tout, à domicile, ça reste assez efficace à mon sens. Et surtout, en face, Everton, c'est la pire équipe en déplacement de ce championnat anglais. C'est seulement 6 points de prix en 13 déplacements. Donc, c'est un bilan famélique. Sur les 4 derniers déplacements, ils s'inclinent 4 fois et ils encaissent 12 buts pour seulement 2 marqués. Donc, ça va être très, très compliqué pour Everton. En plus, ils seront privés de leur défenseur central, Yerry Mina, le Colombien. Alan est suspendu. Donc, Frank Lampard, il va pas pouvoir faire des miracles avec cet effectif-là, qui est un peu à l'image de notre équipe bordelaise en France, hein, une équipe qui sait pas trop défendre et qui risque de prendre l'eau dans ce déplacement à Londres. Ok. Chris, toi, de ton côté, tu vois une possible surprise? Ouais, je me dis qu'il peut y avoir une belle petite surprise sur ce match-là. Voilà, West Ham, Nadim me disait, qui vient de sortir donc du Big Four. C'est une équipe qui va jouer en Coupe d'Europe dans quelques jours. Mais c'est surtout une équipe qui offensivement a perdu toute son âme, je trouve. Hein. Bowen, je pense, est toujours blessé. Antonio, il a plus marqué depuis 10 matchs, donc c'est quand même assez impressionnant. Et Benrahma, là, qui vient de vivre une semaine catastrophique avec l'Algérie, donc je pense pas qu'il soit en très grande forme pour ce match-là au niveau moral et mental. Donc voilà, donc West Ham, c'est une équipe aussi qui a perdu des points à domicile hein, dernièrement contre Leeds, une défaite, un nul contre Newcastle. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être prudent. Et pour moi, Everton, c'est un peu comme voilà, Nadim le disait, c'est le Bordeaux du championnat de France, mais c'est vrai, hein, c'est une équipe qui, sur le papier, a des joueurs quand même de très très grande qualité. Hein. Quand on regarde déjà son secteur offensif, Calvert-Lewin et Richarlison, c'est quand même impressionnant devant. Donc c'est assez étrange que cette équipe-là se retrouve dans les bas-fonds de la Première Ligue. Coleman derrière, c'est solide, Doucouré aussi au milieu de terrain. Donc je suis assez surpris. Et c'est quand même une équipe qui est allée chercher un nul à Old Trafford et aussi un nul à Stamford Bridge contre Chelsea. Donc voilà, donc je me dis qu'il peut peut-être y avoir une petite surprise sur ce match. Donc je tripe pour aller la chercher. Très bien, merci. Allez, on traverse la Manche, on traverse les Alpes pour les 3 derniers matchs. Direction la Serie A avec la Sampdoria qui accueille l'AS Rome. Et ce sera votre 3e et dernier prono commun. Tous les deux, vous voyez la Roma, Nadim.
Ouais, la Roma qui s'est bien relancée dans le derby romain contre la Lazio avec le score sans appel de 3-0. Donc je pense que Mourinho a quand même su remobiliser ses joueurs dans le money time de ce championnat, aussi bien en championnat qu'en Conference League d'ailleurs où ils sont qualifiés et ils joueront contre la surprise Bodo Glimt jeudi. Voilà, 11 points de prix sur 15 possibles pour l'AS Romain. Beaucoup de clubs rêveraient d'avoir de tels bilans. Voilà, si du côté Lyon vous m'entendez, c'est envoyé, voilà. Et côté de la Samp, je dirais que c'est une belle équipe du championnat que j'aime bien regarder avec notamment un attaquant qui s'appelle Caputo que je propose de temps en temps en buteur, mais je pense que ça va être insuffisant puisque la Samp contre les gros, c'est pas, ça réussit pas très souvent. C'est des défaites à domicile, 1-3 contre la Juve, 1-3 contre la Lazio, 1-3 contre l'Atalanta de Bergame, 0-4 contre le Napoli et il y avait juste eu un petit 2 buts partout contre l'Inter de Milan. Donc voilà, si vous voulez vous jouer un score, le 1-3 semble être leur score préféré contre les grosses écuries. Donc je base la Roma pour cette raison. Très bien. Chris, même prono, est-ce que tu as d'autres arguments à faire valoir? Pas forcément, c'est vrai que moi aussi je base la Roma sur ce match-là. C'est pas une équipe qui me plaît, hein, sincèrement, et pourtant quand on regarde sur le papier, c'est assez intéressant, mais c'est une équipe qui me déçoit en général quand je les regarde jouer. Donc voilà, mais cette victoire contre la Lazio, je pense, leur a fait du bien pour se relancer un peu dans la course à l'Europe. Une belle victoire quand même 3-0, donc c'est quand même assez intéressant. Mais voilà, je mise surtout contre la Samp, hein, qui, Nadim l'a rappelé tout à l'heure, tous les gros sont venus s'imposer à Gênes. Et il y a quand même eu 8 défaites sur les 15 réceptions, donc c'est quand même assez important. Donc Rome aura tout intérêt à prendre ces 3 points pour aller chercher une qualification européenne en fin de saison. Ok, allez, on est déjà à l'avant-dernier match, le numéro 13, l'Atalanta Bergame, qui accueille le Napoli, triple pour Nadim, qui sera son dernier joker de la grille, et double pour Chris, N2. Donc, tu vois également une surprise ou tu vois un match super équilibré, Nadim? Une surprise, je crois pas par rapport à la répartition. C'est vraiment un match qui mérite le triple, comme le suivant d'ailleurs. Donc il y a deux énormes chocs en fait en Italie qui vont opposer les équipes 2 et 3 et 4 et 5, enfin le top 5. Donc le grand gagnant en fait de la journée, ça pourrait être le Milan AC qui va jouer lundi contre Bologne. Donc ça peut vraiment être le grand gagnant et cette journée va être décisive en Italie pour le titre. Donc je préfère ne pas prendre de risques avec une équipe que j'affectionne pas mal, qui est la Napoli, comme vous le savez. Je prends zéro risque. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des internationaux dans cette équipe. Jelinski, qui a joué avec la Pologne. Alors certes, la Pologne s'est qualifiée, mais il y a quand même une débauche d'énergie notoire. Et puis, l'autre grand déçu dans les internationaux, c'est Victor Osimhen qui a été éliminé avec le Nigeria malgré un super ciseau retourné en fin de match qui passe à 2-3 mètres du but, mais qui était quand même un geste exceptionnel. Donc, c'est deux joueurs qui ne sont pas sûrs d'être alignés pour ce choc, puisqu'il faut quand même laisser souffler les internationaux. C'est vraiment un choc où tout est possible. Alors, il y a des absences également du côté de l'Atalanta, puisque Zapata est absent de longue date dans cette équipe de l'Atalanta qui marque beaucoup moins sans lui. Mais le Napoli ne m'a pas trop plu dans leurs dernières prestations. Ils se sont imposés par la plus petite démarche. Donc, c'est des victoires 2-1. On se souvient sur la pelouse de Lazio à la dernière seconde. Il y a 2-1 contre l'Udinese et d'autres victoires contre les Las Vérone 2-1. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge dans cette équipe. Et du côté de l'Atalanta, on sait recevoir les gros. Ils savent accrocher les gros et ça sera une motivation supplémentaire. Donc, vraiment, c'est le gros joker. Juste l'Atalanta aura un match également capital jeudi contre le Red Bull Leipzig. Mais je pense qu'ils vont d'abord mettre la priorité dans la réception de Naples. Effectivement, j'ai dit une ânerie, on ne peut absolument pas parler de surprise, effectivement, au vu de la répartition 33, 32, 34 au moment où on vous parle. Et toute la place du triple sur ce match, carrément la bienvenue. C'est un peu la facilité, de tripler ce match, mais on verra qu'on a été obligé de faire des choix ailleurs. Ouais, c'est ça. Et toi, Chris, tu doubles N2, donc tu exclus la victoire de l'Atalanta en revanche. Ouais, voilà, j'avais plus de triple. Au moins, c'est honnête. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Après c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu plus en détail les résultats de l'Atalanta à domicile,
et ils n'ont aucune victoire contre les gros de ce championnat. Donc c'est quand même assez surprenant. Donc c'est pour ça que je suis parti plutôt sur le nul et la victoire de Naples. Ils ont un nul devant la Lazio, un nul devant la Juventus de Turin, un nul devant l'Inter et des défaites devant l'AS Rome, la Fiorentina et le Milan AC. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis parti plus sur les visiteurs, sachant en plus que le SC Naples réussit plutôt à l'extérieur. Hein. C'est un nul à Rome, un nul à Turin. C'est une victoire sur la pelouse du Milan et de la Lazio aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que je prends le risque d'enlever la victoire de l'Atalanta. Ok, dernier match, et quel match? Ce sera le choc entre la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Et là, vous avez des avis complètement opposés, puisque Nadim base l'Inter, pendant que Chris lui fait confiance à la vieille dame. Donc Nadim, tu vois l'Inter s'imposer sur le terrain de la vieille dame. Ouais, je crois que Chris, comme moi, n'avait plus que des bases à mettre, et donc on a été obligé de faire un choix. Mais effectivement, dans ma tête, je suis plus sur 1-2 sur ce match, puisque comme je vous l'ai dit, c'est la journée qui va être décisive pour le titre, et le nul va arranger personne dans ce choc. Mais je vais faire confiance aux interistes qui, alors ils se sont fait éliminer par Liverpool après une très bonne prestation dans le déplacement à Anfield. Ils s'étaient même imposés là-bas. Donc je pense qu'en déplacement, déjà ça leur convient mieux de se déplacer. Ils restent sur 4 nuls en déplacement, mais on va dire qu'il y avait eu les deux matchs de Liverpool qui s'étaient intercalés entre ces 4 déplacements. Ça va un peu plus leur convenir de jouer une équipe qui joue plus au foot. Je vois un match plutôt ouvert et ça devrait faire le jeu des interistes. Où il n'y a pas beaucoup d'absents, contrairement à la Juve qui est toujours orpheline de son attaquant Chiesa. On a vu que Chiesa a énormément manqué à l'équipe d'Italie dans le barrage contre la Macédoine du Nord. Son absence peut également faire mal à la Juve, même s'il y a Vlahovic qui est venu le remplacer. Mais je pense qu'il y a une certaine fatigue du côté des joueurs de la Juve où il y a également Chiellini en défense centrale qui est également éliminé avec l'Italie. Alors, du côté de l'Inter, vous allez me dire qu'il y a Barella qui est également sorti avec l'équipe d'Italie. Mais voilà, à l'instinct, je dirais petit avantage à l'Inter et je tente donc la base interiste. Ok, merci. Avis diamétralement opposé pour Chris, donc. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on n'a plus de croix, donc c'est compliqué sur ce match-là. Personnellement, si j'en avais eu d'autres, j'aurais aussi triplé. Donc voilà, c'est un match où, à mon avis, tout peut arriver. Mais voilà, moi je base la Juve parce que si je regarde sur la dynamique, elle est plutôt du côté des Turinois. C'est quand même 16 matchs d'affilée sans la moindre défaite en Serie A. C'est une série actuelle de 4 victoires. Alors que du côté de l'Inter, c'est une seule victoire sur les 7 dernières journées. C'est des nuls inquiétants quand même sur la pelouse du Torino ou alors au Genoa, qui est une équipe qui lutte pour son maintien. Donc voilà, donc pour moi, les feux sont ouverts pour la Juve. En plus, là, quand on regarde au niveau des sélections, Vlahovic et Dybala sont restés à la maison. Donc c'est plutôt intéressant au niveau récupération. Morata a joué 2 matchs amicaux avec l'Espagne, mais bon, voilà, c'était en Espagne, donc les déplacements ne sont pas très très loin. Alors que du côté de l'Inter, voilà, certains joueurs sont partis un petit peu plus loin, comme Sanchez qui est parti avec le Chili, qui est parti donc en Amérique du Sud. Donc voilà, donc pour moi, la dynamique est pour la Juve, donc victoire de la Juve. Et si on regarde les stats, l'Inter reste sur 3 défaites à Turin, donc voilà, une 4e pour moi. Très bien, messieurs, merci. C'était donc le prono du Loto Foot 15 numéro 19 à valider dimanche avant 14h55, doté d'un pactole de 500 000 €. Je m'adresse à vous, auditeurs. Merci de nous encourager en vous abonnant à la page Twitch, mais également à la page YouTube Pronosoft. Et merci de lâcher, comme on dit, quelques likes si vous appréciez les programmes que l'on vous propose. T'as quel âge, Raph? Tu lâches des likes? Voilà, c'est ça. On essaye de rester quand même collé à la jeunesse, tant bien que mal. Allez, on va enchaîner avec les pronos book, votre sélection du week-end, messieurs. On va commencer, je pense, par les pronos de nous. On va laisser Seb. Voilà, merci à toi, Seb. Parfait. Quel réalisateur, ce Seb. Bravo. Nadim, je te laisse développer tes pronos book. Ouais, donc évidemment, comme toujours, hein, pour les pronos buteurs, on attend les compos officiels pour les jouer. Donc ce soir, il y a l'Union Berlin qui joue contre le FC Cologne. Donc du côté de Cologne, il y a un joueur que j'affectionne beaucoup, c'est Anthony Modeste, qui marque pas mal et qui est souvent très bien coté. Donc là, il a une cote de 2,85. Donc j'ai un tout petit peu hésité avec le buteur maison de l'Union, qui est Awoini, le Nigérian, mais il est bien moins efficace cette saison, depuis quelques mois notamment. Et puis justement, tu parlais de météo, Raph, je me suis dit que voilà, ça lui convenait mieux d'être dans une saison chaude qu'une saison fraîche comme actuellement. Donc c'est pour ça que je vais quand même du côté d'Anthony Modeste.
pour le buteur. Et puis demain, ben, je vais tenter un buteur. Je ne crois pas qu'il ait encore marqué cette saison, si je ne me trompe pas. C'est notre ami Hatem Ben Arfa. Et pourquoi? Parce qu'il retrouve son ancien club des Girondins de Bordeaux, et également, pas uniquement que pour ça, parce que les Girondins, ben, en défense, c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Alors du côté de Bordeaux, j'ai entendu que Paul Bass, le joueur local et historique du club, allait être réintégré après avoir été banni, comme on le sait, vers Noël avec d'autres joueurs, que Guillon allait réintégrer tous ces joueurs, que la direction était d'accord, puisque... Est-ce que c'est une plus-value, Paul Bass? Justement, j'allais y venir. En fait, à Bordeaux, ils n'ont plus d'armes ou de recours pour casser la mauvaise dynamique, donc ils tentent le tout pour le tout. Je pense qu'ils pourraient même appeler des juniors ou des retraités, peut-être Jean-Pierre Papin, j'en sais rien. Voilà, donc ils tentent le tout pour le tout du côté de Bordeaux. Paul Bass, il n'a pas joué depuis je ne sais combien de mois. La défense est en friche du côté des Girondins, donc je vois bien Lille, contrairement à son habitude, mettre beaucoup de buts, ce qui maximiserait les chances d'avoir un Ben Arfa buteur. Je trouve que sa cote est faible quand même, non? Bah justement, je pense que les books anticipent 3 buts encaissés par les Girondins. Mais effectivement, quand on sait qu'il y a Yilmaz et Jonathan David, c'est pas si élevé que ça. Bon, à confirmer demain avec la compo, mais je pense que voilà, il peut marquer son petit but pour faire mal à son ancien club. Ok, merci à toi Nadim. Avant de céder la parole à Chris, merci à vous. Si vous avez des questions, de les poser dès maintenant dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous pouvez partager un chrono, vous pouvez poser une question sur l'utilisation du logiciel, sur la grille à venir, bref, ce que vous voulez. Pardon. Chris, donc, tu vas nous parler rugby. Oui, c'est ça. Donc, samedi après-midi, donc il y a un Biarritz-Pau intéressant, 14e contre 11e. Alors, si on regarde le classement, Biarritz file tout droit vers la Pro D2, donc il n'y a pas forcément d'enjeu sportif. Mais là, je parlerai surtout d'un enjeu autre que sportif. C'est le peuple basque va rendre hommage à son joueur, là, Federico Martinez Aramburu, là, qui a été assassiné dans les rues parisiennes. C'est un joueur quand même qui a été champion de France avec le Biarritz Olympique, qui s'est installé après sa carrière, qui s'est installé à Biarritz pour gérer une société de tourisme, donc qui est très bien connue dans le Pays Basque. Donc voilà, donc là tout le peuple basque va être présent au stade pour ce match-là. Les joueurs auront à cœur, je pense, de lui rendre hommage. Donc sur ce match-là, je vois bien une victoire de Biarritz, même si au niveau sportif, la victoire n'aura pas forcément d'intérêt pour le maintien, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, Biarritz file vers la relégation. Mais une victoire de Biarritz avec au moins 4 points d'écart est cotée à 2,40. Donc je trouve que c'est une cote qui est assez intéressante. Et voilà, je pense que ce match va être intéressant à regarder, surtout au niveau de l'hommage et de l'ambiance qu'il y aura au stade. Je pense voilà, pour ceux qui regardent pas forcément le rugby, je pense que c'est un match à regarder pour ça. Ouais. Donc voilà, et après je partirai sur une cote un peu plus fun. Voilà, je tente jamais ce genre de cote, mais je pense qu'elle peut être intéressante à tenter, et voilà, jeter une petite pièce là-dessus, je pense que ça peut être sympa. Donc c'est un match de handball, PSG contre le Pays d'Aix. C'est dimanche à 17h. Alors Paris va être champion de France, c'est 21 victoires en 21 journées, donc c'est 9 points d'avance sur Nantes, c'est 10 points sur le Pays d'Aix. Mais voilà, c'est le premier qui reçoit le troisième, mais c'est surtout une équipe parisienne qui n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, un petit peu comme au football, qui reste sur 2 demi-finales et sur 2 troisième places donc dans cette Ligue des Champions. Elle a un match très très important dans quelques jours contre les Norvégiens d'Elverum. Voilà, il y a eu match nul à l'aller, donc c'est un match qui va être important dans quelques jours. Donc je me dis que Paris peut-être voilà, inconsciemment lâcher un petit peu ce match pour préparer sa Ligue des Champions, peut-être reposer quelques joueurs. Et surtout, le Pays d'Aix, voilà, c'est pas une petite équipe. Ils sont donc sur la 3e marche du podium. C'est une équipe qui compte de nombreux internationaux. C'est Conan Lagarde pour l'équipe de France, c'est Pessina Tarafeta pour l'Espagne, c'est Rakic pour la Croatie. C'est un joueur expérimenté aussi qui a été 3 fois champion du monde avec l'équipe de France, la William Macandré. Donc voilà, donc c'est pas une petite équipe de handball, c'est une équipe qui monte en puissance depuis quelques années, qui est intéressante et qui peut-être voilà, peut perturber cette équipe parisienne. Donc la cote à 12, je pense qu'elle a tenté sur ce match. Voilà, une petite pièce, un petit 10 €, ça peut être sympa. Très bien, merci. Allez, avant de répondre aux questions du chat, juste 2 sujets d'actu sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Ce soir, il y aura le tirage au sort pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Tirage au sort ce soir à 18h, on en touchera un mot dans la prochaine émission.
Tout comme la prochaine émission sera entièrement dédiée au Super Pactole de 2 millions d'euros qui aura donc lieu dimanche 10 avril, bien évidemment, sur 15 matchs. Donc là, il y aura beaucoup de choses à dire, et notamment, pourquoi pas, une petite présentation d'un prono avec le logiciel. On verra ça avec l'équipe. Allez, je me tourne vers le chat. Je vais essayer de remonter. Alors, il y a Ice Cream BBC qui vous demande, messieurs, Nunez buteur. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors, je ne sais pas si c'est lui qui avait proposé ça il y a 2 semaines, mais ça revient quasiment tous les week-ends. Le Nunez buteur, oui, c'est un très bon joueur du Benfica. Il faut juste vérifier les compos. S'il y a Yaremchuk qui est titu, perso, moi j'aurais tenté une pièce sur Yaremchuk. Après, c'est le Benfica, j'aime pas trop parce qu'ils vont jouer Liverpool mardi prochain. Donc là, c'est le match d'avant la Ligue des Champions. Ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont tout tenter dans ce quart de finale, sachant qu'en championnat, ils ne jouent plus du tout le titre. Je pense qu'ils sont bien ancrés à la 3e place. Ils peuvent pas espérer tellement mieux. Je viens de regarder. Ils sont à 6 points derrière le Sporting Portugal. Ça va être compliqué en championnat de faire quelque chose. Et en plus, c'est un déplacement compliqué. Hein. C'est un déplacement à Braga, tout à fait. Ouais. À Braga, le 4e. Même, j'aurais presque voulu tenter le 1 de Braga en Paris 1 N2 et peut-être plutôt même des buteurs de Braga. Mais donc, je sens pas spécialement, après vraiment, comme je dis, jouez ce que vous sentez parce que ça mange pas de pain. Si vous le sentez, faites-le parce que si ça marque, si ça met un triplé comme l'autre fois, donc voilà. Ok, on a une remarque de PM Lacorda qui nous dit 7 bases vertes pour vous deux, vous imaginez quoi sur les rapports de la grille? Alors, je vais juste me permettre de faire l'intro. En fait, si tu observes les statistiques qui sont disponibles sur le site www.pronosoft.com, il y a toujours en moyenne, je dis bien en moyenne, 7 à 8 signes verts sur une grille. Donc, c'est pas parce que là, il va y en avoir 7, ou que les 2 pronostiqueurs en ont sélectionné 7, que les rapports vont être moins bons ou très très bons, Nadim. Ouais, tout à fait. Après, je peux nuancer. Je sais pas, j'ai pas regardé le pourcentage de toutes les bases qu'on a prises, mais 3. Enfin, pour ma part, j'ai pris les stacks. C'est une base verte, mais qui est à 36%. Donc, ça relativise quand même. On peut pas considérer que c'est une grosse base MTLM. Voilà, c'est juste pour relativiser un peu. Après, oui, dans les pronos qu'on va donner ici. Donc, moi, déjà, vous le savez, en réel, j'ai au moins 2 ou 3 multiples de plus. Dans les pronos qu'on donne ici, on va pas s'amuser à mettre des bases en rouge à tir-larigot parce qu'on sait qu'il y a moins de proba de les passer. Donc, on est quand même dans une certaine limite dans la prise de risque pour pas finir à 2. Enfin, on peut pas finir à 2 sur 14, évidemment. Mais voilà, on limite quand même le risque. Et si on sent vraiment une base en rouge, on va la tenter. Mais sinon, voilà, on est plutôt prudent. Le PSG, moi, perso, je suis convaincu que c'est une énorme base. Donc, c'est un Loto Foot 13. Après, voilà, on n'est pas devin, on ne sait pas comment cette grille, ce qu'elle va donner. C'est une grille qui se situe effectivement après une trêve internationale, donc grosse méfiance. Alors, il y a peu de clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais il y en a plus qui jouent l'Europa League. À voir sur quoi la priorité va être donnée par ces clubs. Donc, j'ai parlé de Lyon que j'ai couvert, mais c'est une grille difficile à lire au retour des matchs internationaux. Ok, merci. Allez, une question logicielle qui s'adresse directement à toi, Nadim, créateur du logiciel. Je vais lire, elle est un petit peu longue. Lorsqu'on utilise le logiciel en mode simple en garantie N-1, à partir d'un certain montant, cela revient plus cher en cochant réduction multiple, à la place de réduire avec des grilles simples. Est-ce que pour autant, cela augmente les chances d'obtenir N bons résultats? Ouais, alors je vais donner une règle qui est très simple à retenir. C'est que quelle que soit votre réduction, plus vous allez payer cher avec un même nombre de doubles ou de triples, plus vous allez payer cher un système, plus vous allez avoir de chances d'avoir le rang 1, de ne pas perdre de rang. Parce que c'est très simple. Votre jeu en garantie N, il a un certain coût. Et quand on est en N-1 ou en N partiel ou autre, on va miser une somme inférieure. Et cette somme inférieure donne le ratio de probabilité qu'on ait le 14. Donc, si un jeu, il vaut 1000 € sans réduction et qu'une fois réduit, il vaut 100 €, vous avez une chance sur 10. Si une fois réduit, il vaut 200 €, vous avez une chance sur 5, etc. Donc, oui, si le fait de prendre la réduction avec les multiples, ça augmente le coût à un moment. Alors, juste la réduction avec des multiples plutôt qu'avec des simples, juste ce que ça fait, c'est au bout d'un certain nombre de multiples, plutôt que de les réduire tous avec des croix 1 et 2 décomposées, les derniers multiples vont être placés en fixe sur les bulletins. C'est-à-dire que vous allez avoir le triple et le double de visibles sur les derniers multiples. Ils vont être zippés.
compressé. Voilà. Oui. Enfin, ils vont être mis comme des vrais multiples. Du coup, la réduction se fait que sur les premiers matchs et donc moins efficace, puisqu'en combinatoire, ça réduit moins bien. Moins il y a de matchs, moins ça réduit efficacement. Et donc, la contrepartie, c'est que le système est plus cher, mais vous avez plus de chances d'avoir la garantie N. Donc, plus on paye cher, plus on a de chances d'avoir la garantie N. Très bien, merci pour tes précisions. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, messieurs, pour l'ensemble de vos pronostics, l'Autofoot et Bookmaker. Remercier également les auditeurs. N'hésitez pas à partager et à diffuser éventuellement les liens pour les différents replays que l'on vous propose. On vous souhaite un excellent week-end, d'excellents pronos et on vous dit bien évidemment à la semaine prochaine pour le Super Pactole de 2 millions d'euros à base de 15 matchs au L'Autofoot 15. Messieurs, merci. Excellent week-end. Merci, bon week-end. Bon week-end, à bientôt.